Allez, donc on va démarrer par le calendrier économique. Le calendrier économique, donc, ça sert pour Maxence, ça sert à noter les heures en fait où des publications importantes peuvent avoir lieu et qui créent une volatilité sur une fraction de seconde. Et donc, une grosse bougie, ça la permet d'éviter de se faire cramer des comptes bêtement. Donc, on va avoir le lundi 16 juin, 14h30, l'indice manufacturier de New York. Indice manufacturier de New York. Bon, on sait que New York, c'est pas vraiment une zone manufacturière. Hein, donc là, c'est plus pour justement se rendre compte du recul qu'il peut y avoir dans les petites, New York, c'est un État qui compte, donc c'est pour ça que c'est important quand même de le regarder, même si ce sera à 14h30, donc il n'y a pas beaucoup de risques. La seule chose qui va être risquée ce jour-là, ça va être l'adjudication 20 ans, surtout, celle qui va être qui va le plus compter, donc à 19h, on peut se mettre. Donc, 19h, adjudication, les obligations 20 ans. Ça risque de faire pas mal bouger, surtout qu'il n'y aura rien eu dans la journée. Le 17 juin en suivant, on n'aura pas grand-chose non plus. 14h30, vente au détail. Excusez-moi. Les ventes au détail, donc, qui servent plus pour une analyse économique que l'on fera après. Donc, le travail du dimanche se décompose toujours en 3 parties. La première, c'est l'analyse du calendrier économique, voir les effets d'annonce, justement. Deuxième, l'analyse de la psychologie de marché. Troisième partie, un peu plus les éléments techniques, où c'est qu'on peut retrouver des zones intéressantes de travail. Donc, 14h30, vente au détail, ça servira à la partie d'analyse plutôt. C'est pas vraiment des bougies qui sont virulentes. On aura 15h15, production industrielle, ça aussi, je vais me le marquer, production manufacturière, ça c'est plus donc pour l'analyse aussi. « 19h, donc là, marché ouvert, ce sera un peu plus intéressant. 19h, le TIPS 5 ans. 19h, donc aussi le GDP Atlanta, donc c'est la projection de ce que sera le PIB américain au T2. Et voilà, ce sera tout pour le mardi. Le mercredi, 13h, on aura les taux hypothécaires 30 ans. Même si c'est du MBA, vous savez que j'aime bien me le noter pour voir un peu l'évolution des taux de crédit à 30 ans. Voir un petit peu comment ils peuvent être bloqués. Donc 13h, ça, ce sera après 14h30, on va avoir les chiffres du chômage. Donc pour une fois, ce sera le mercredi. Donc on voit qu'ils attendent 248 000 encore. On s'intéressera justement à ça dans la partie analyse. 17h30, non. 17h30, GDP d'Atlanta. Et 20h, le FOMC. Donc là, ça va être le plus intéressant puisque c'est le premier FOMC du second trimestre. Donc en plus, avec les fameux dot plots, donc avec la projection des taux, les projections des taux sur l'année. Donc c'est ce qui sera le plus intéressant. Le communiqué du FOMC, la décision sur les taux, et s'en suivra à 20h30 la conférence de presse de Powell. Donc le mercredi, ce sera la journée de la semaine, la journée la plus forte de la semaine. Voilà, après ce sera en clôture de marché. Jeudi, c'est férié.
Jeudi, férié. Donc c'est pour ça qu'on a les chiffres du chômage qui sont décalés au mercredi, puisque jeudi c'est férié. On aura après vendredi directement, donc du coup, les 14h30, l'indice manufacturier Philadelphie. 16h, donc ce qui sera noyé dans la bougie de 16h, mais indicateur avancé US. Et ce sera tout pour vendredi. Normalement, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Et ce sera tout pour vendredi. Donc, une semaine raccourcie, puisque jeudi férié, vendredi post-FOMC, avec donc un jour de SAS pour décanter. Donc lundi, mardi, pas grand-chose à se mettre sous la dent, pour pas dire rien, honnêtement. À la rigueur, les adjudications, on va voir qu'il peut y avoir un intérêt, mais après, à part ça, rien de trop intéressant. Et derrière, ce sera surtout donc le FOMC mercredi qui va dicter la semaine. Donc on ne devrait pas avoir un gros gap sur cette semaine, hormis forcément, hormis que Trump décide, lui, de se charger de la volatilité pour la semaine. En tout cas, c'est pareil aussi, hormis que la géopolitique s'en mêle et que l'on puisse du coup revenir sur des zones qui soient un peu plus baissières pour l'indice. Donc, quelle est la psychologie un petit peu dans laquelle on évolue? Donc déjà, on a eu cette nouvelle fameuse rencontre entre les États-Unis et la Chine. Pour rappel, il y a un mois, ils avaient fait une première rencontre qui était censée être une très bonne rencontre, puisque selon l'administration Trump, ils avaient dit it's going very well, donc ça s'est très bien passé et ça se passe très bien. Donc conclusion de cette rencontre d'il y a un mois à Genève, on repousse les taxes de 90 jours, on n'applique plus 145%, mais 30%, et la Chine, même chose, report des taxes pour 90 jours, on n'applique plus 125%, mais 10%. Donc après cela, un mois après, on a des discussions nouvelles entre les USA et la Chine, puisqu'ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas respecté ce qui avait été décidé. Et c'est là où on peut voir, je trouve que on a quand même des membres de l'administration de Trump, notamment les deux plus proches conseillers de Trump, Scott Bessent et Lutnick. Scott Bessent, quand même, qui a l'habitude, ces personnes-là ont l'habitude de faire affaire avec le marché. Et c'est pas n'importe qui. Scott Bessent, il est issu des hedge funds. Il a travaillé avec Soros, il a travaillé avec les plus grosses hedge funds. Lutnick, lui aussi, c'est une carrière 100% fonds d'investissement, banque, le financier pur et dur. Ils savent pertinemment comment les algorithmes analysent les news, comment elles sont transmises au marché, cet effet un petit peu headlines sur Bloomberg qui fait réagir le marché assez rapidement, et quel type de mots il faut employer, et que le langage narratif, quelque part, est très important pour le marché. Et c'est là où on peut voir qu'ils sont malins, parce que si on analyse et si on regarde concrètement les choses, ils nous disent un petit peu à la Trump. Trump nous fait des gros effets d'annonce, et après, en fait, quand on analyse le contenu, on se rend compte que on est loin de ce qui avait été annoncé. Et donc là, ils nous disent, voilà, nous avons un deal qui s'est, encore une fois, il s'est passé very well. Donc, encore une fois, c'était très, très bien la rencontre que l'on a eue à Londres un mois plus tard entre la Chine et les États-Unis. Donc, déjà, la première, c'était very well. Donc, la seconde est very well aussi. Mais la première, personne ne l'a respectée. Donc, les États-Unis se sont plaints que la Chine n'avait pas respecté, et la Chine s'est plaint que les États-Unis ne l'avaient pas respecté. Donc, il a fallu en faire une deuxième. Et là où ils sont forts, donc, c'est que suite à cette rencontre, ils nous annoncent avoir convenu
heu, une mise en place de taxes, à la suite des 90 jours qui sera donc de 55 finalement. Donc, ça se passe tellement bien, j'ai envie de dire, que visiblement, au lieu de au lieu de mettre 30%, ben, on monte à 55%, hein, puisque ça se passe super bien entre eux. Les Chinois, eux aussi, gardent leur réciprocité à 10%. Donc, c'est-à-dire que dans le décompte des 55, on a 10% de réciprocité de chaque côté, 20% que imposent les États-Unis parce qu'ils trouvent que la Chine lutte pas assez contre le fentanyl, hein, un produit les produits des substances en fait, hein, opiacés de drogue et qui font des dégâts aux États-Unis, et 25% des taxes préexistantes. Donc, on arrive à 55% de taxes. Donc, bon, je trouve que c'est quand même un petit peu, et c'est pour ça que c'est là où on voit aussi que le marché n'est pas porté par la smart money actuellement, parce que c'est un peu dérangeant, c'est un peu, d'accord, c'est le rôle des politiques d'arrondir, d'embellir les choses, d'embellir un peu les choses et, euh, et que on nous dit, on va pas dire ça se passe mal. Donc il faut qu'ils nous disent que ça se passe bien. Mais bon, à un moment donné, on n'est pas non plus des leleux, quoi. Donc quand on regarde les choses, on constate bien qu'il n'y a aucune amélioration en fait entre Genève et Londres. C'est-à-dire que en un mois, les dirigeants se sont rencontrés 2 fois. Et la première fois, certes, on est passé de 145 à 30, et parce que ça s'était super bien passé. Tellement ça s'était bien passé, personne ne l'a respecté. Et maintenant, comme personne ne l'a respecté, on passe de 30 à 55 parce que ça s'est encore super bien passé. Donc c'est là où on voit qu'ils sont quand même de fort bons communicants. Par contre, alors le seul point, le point, si on peut dire, qui est bien, c'est que ça semble convenir à la Chine puisqu'ils n'ont pas démenti les publications qui ont été faites sur les réseaux par Trump et son administration. Donc ils ont l'air OK avec ce qui a été publié, avec ce qui a été dit. Maintenant, on peut quand même se demander si c'est vraiment du win-win, hein. Est-ce que vraiment il y a un intérêt un peu des deux côtés à être dans cette bataille? Surtout qu'on a Scott Bessent qui nous dit que après qui nous dit après les accords. Hein, donc, lorsqu'on tend un micro, bon, quand même, il faut dire que euh, c'est juste après donc Scott Benson, juste après avoir publié que ben, ils avaient trouvé des accords, etc. Les journalistes lui posent la question et il dit, Scott Benson, il dit les négociations commerciales avec la Chine seront un processus beaucoup plus long. Donc là, en fait, je comprends, on se questionne, on se dit, mais en fait, on a un accord en mode on est OK, euh, mais les négociations commerciales avec la Chine sont un processus beaucoup plus long. En fait, l'accord, c'est quoi du coup? L'accord, c'est pas des négociations commerciales en fait. En fait, on s'est juste mis d'accord comme un petit peu au bon vieux temps, on faisait du commerce. Donc moi, je te fais pas ça, toi, tu me fais pas ça. Et puis voilà. Et après, plus tard, on négociera quelque chose de concret. Donc, on a senti quand même que c'était pas facile hein, comme négociation parce qu'ils ont mis 2 jours à tomber d'accord. Donc, alors que la première fois, ça s'était fait dès la première journée, et que d'ailleurs, pendant ces 2 jours, pour calmer, pour vraiment qu'il n'y ait pas de panique sur les marchés, on a même eu à un moment donné Lutnick qui en plein milieu sort pendant les négociations, hein, il sort des négociations et puis il vient parler à la presse pour dire oh it's going very well, donc parfait, hein, encore une fois. Euh, mais, euh, mais il nous dit après coup, donc Lutnick, après que tout soit rendu public, il y a un journaliste qui lui dit bah, très bien, est-ce qu'on pourrait voir du coup ce qui a été signé entre les deux parties, les accords signés? Et lui, il répond ah non, non, mais il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte de ce qui a été décidé.
Donc en gros, en fait, c'est vraiment plus un process de désescalade où on se dit, ben, vous avez intérêt à nous exporter les terres rares de la Chine vers chez nous, et la Chine qui dit, ben, ok, mais vous avez intérêt à lâcher du lest sur le contrôle des exportations de puces. Mais lorsqu'on demande quand même à Bessent, est-ce que la Chine est un partenaire fiable dans ces négociations, Bessent, lui, il répond, ben, nous verrons. Voilà. Donc Bessent, il nous dit, euh, les négociations commerciales avec la Chine sont un process beaucoup plus long. Et est-ce que la Chine est fiable? Ben, nous verrons. Nous verrons justement s'ils tiennent parole avec ce qui a été convenu. Donc ça envoie clairement un signal qu'on avait promis des choses à Genève, ça n'a pas été tenu. Donc chacun s'est dit on va faire un pas vers l'autre, hein, pour faire un petit peu, pour désescalader ce conflit de 145-125, 145 côté US, 125 côté chinois. On fait un pas l'un vers l'autre, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'écrit. Et il y a toujours des doutes dans leur relation et dans leur confiance. Donc potentiellement, il y a une possibilité que éventuellement on recommence à ne pas appliquer ce qui vient d'être donné. Et donc, c'est quand même, je trouve, une épine dans la chaussure de l'administration Trump, parce que c'est, à mon sens aussi, un peu, ça dénote un petit peu que toutes ces relations un petit peu internationales et que toutes ces relations globalement commerciales à l'international sont un peu au point mort. Ça contraste complètement avec l'effet de communication qu'a l'administration de Trump dans tous ses propos. Et donc, dans cette même dynamique, euh, on, on montre que il y a peut-être, c'est pour ça aussi que les autres pays ne rentrent pas vraiment dans une dynamique mondiale de négociation avec Trump, parce que soi-disant, tout le monde l'appelle pour négocier avec lui, pour signer des accords, que tout le monde il lui lèche le cul, il avait dit, hein, il me lèche le cul pour signer des accords, mais le seul qui a signé un accord pour l'instant, signé, écrit, c'est les United Kingdom, c'est l'Angleterre, quoi, c'est le Royaume-Uni, pardon. Donc, qui n'est pas du tout un des partenaires majeurs de l'Amérique, et qui, en plus de ça, n'est pas comment dire, n'est pas épargné, puisqu'ils prennent le minimum qu'avait imposé Trump, à savoir donc 25%. Donc, c'est-à-dire qu'il ne donne pas vraiment envie de négocier avec lui. Et ce que l'on voit, c'est qu'en plus, si on ne se met pas vraiment dans une dynamique de négociation, ben, en fait, finalement, c'est presque comme ça qu'on négocie le mieux. Parce que le manque de persuasion de l'administration de Trump, là, il est bien quand même mis en exergue, à la face du monde, je trouve, par la Chine. Parce que on est à 145%, on s'assoit autour de la table avec les Chinois pour discuter, on sort, on se dit 30%, personne ne le respecte, on renégocie pour être à 55%, mais comme rien n'est signé, qu'est-ce qui nous dit que ça va être respecté? Et alors oui, Trump a le droit de venir en Chine avec sa femme. Bon, je ne vois pas trop ce que ça va faire au niveau du commerce, mais ok, très bien. Donc toujours dans les faits com, hein, dans les faits com, on est là. Mais dans les choses qui sont mises en place réellement, je ne vois pas trop ce qui va changer. Et donc, comme il n'y a pas de dynamique de négociation qui s'impulse réellement avec Trump, ben Trump, il recommence les menaces en disant on va envoyer des lettres à chacun en disant voilà, à telle date, ce qui va vous être imposé. Donc, on vous mettra tant de taxes. Si ça vous convient, ben, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, ben, tant pis. De toute façon, ce sera comme ça. Donc, il nous rebalance ces menaces-là, hein, l'Europe incluse, hein, bien sûr, puisque nous, on n'a pas encore négocié, et il veut négocier indépendamment avec chaque pays, alors que nous, on veut négocier en bloc. Mais quand les autres voient le bras de fer, je trouve, qui se met en place entre lui et la Chine, bah, je pense que personne ne se sent trop obligé de négocier directement avec Trump. Et là, ils sentent bien que l'effet
TACO persiste. L'effet TACO, c'est un, un, comment dire, une expression là, qui se diffuse dans le marché, qui ne va pas plaire du tout, qui ne plaît pas du tout à Trump. Hein, il devient furieux chaque fois qu'on lui parle de ça. Mais l'effet TACO, T-A-C-O, pour Trump always chicken out, donc ça veut dire Trump se retire toujours. En fait, hein, Trump se retire toujours, si on parle poliment, mais sinon, ça veut dire qu'en gros, c'est un froussard, quoi. Il a toujours peur. Donc, du coup, le marché est quand même en train de le provoquer un petit peu à Trump, et en train de le titiller, de lui montrer que il parle beaucoup, mais finalement, il n'applique pas grand-chose. Donc, au niveau international, voilà ce à quoi il fait face. Au niveau de son territoire, il y a quand même une perturbation sur son territoire également, avec des politiques là d'immigration qui commencent notamment en Californie à créer des émeutes et donc des conflits politiques internes sur son propre sol, avec des démocrates qui sont de plus en plus virulents, hein, avec donc la politique qui est mise en place. Ils tentent même, on l'a vu, de faire annuler les manœuvres de Trump auprès de certains tribunaux, notamment au niveau des taxes, notamment au niveau de ce qui peut être mis en place par l'administration avec les économies, etc. Donc, il y a une obligation de Trump quand même, qui a dû aller jusqu'à faire descendre la garde nationale en Californie sans l'accord du gouverneur de Californie. Donc, pour redresser le contexte, parce qu'il semblerait qu'il y ait pas mal d'abus de pouvoir sur ce qui se trame en termes notamment de politique migratoire. Donc, il y a des gens qui font dans la rue. Il y a eu ce week-end, notamment, le défilé militaire que voulait s'offrir Trump. Hein. L'Amérique n'a jamais fait de défilé comme nous avons le 14 juillet. Il a voulu mettre ça en place, je pense aussi, pour montrer qu'il a une puissance militaire. Donc, dans un contexte quand même mondial où les relations géopolitiques se durcissent, on a la première puissance mondiale qui commence pour la première fois à faire des défilés militaires, et qui envoie en plus donc la garde nationale contre la vie. C'est la première fois depuis je ne sais plus quelle période, je crois, de révolte des Noirs ou un truc comme ça. C'était vraiment il y a très 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 longtemps que la garde nationale descend dans un État sans l'autorisation du gouverneur. Donc quelque part, c'est-à-dire que là, le gouverneur élu qui voulait que la police locale puisse maintenir l'ordre n'est plus écouté et est mis sous contrôle de la garde nationale, et c'est l'armée directement qui intervient contre les citoyens pour remettre de l'ordre, parce que ça commence à gronder contre Trump. On voit bien, alors forcément, ces États-là ne sont pas les États qui ont voté pour Trump, mais là, dans le pays, ce week-end-là, avec le défilé militaire qui aurait dû être quand même normalement, qui faisait partie de quelque chose de nouveau de l'ère de l'administration de Trump, aurait dû être une fête. Finalement, c'est mis avec comment dire, en conflit avec certaines personnes du peuple qui, elles, ont commencé à faire des manifestations un petit peu partout dans les États-Unis. Je crois qu'il y a plus de 1500 villes où il y a eu des manifestations ce week-end, donc un petit peu contre la politique mise en place. Donc, par rapport à ta question, Nabila, non, justement, je pense que cette idée de manipulation, elle est justement là. C'est-à-dire qu'au niveau propos, lui, tout va bien. D'accord? It's going very well. C'est ce qu'ils nous disent. Cela va très bien. It's going very well. Donc, ça se passe tellement bien que personne ne négocie avec lui. Voilà. Donc, ça se passe tellement bien qu'on passe de 30% à 55% avec les Chinois, parce que it's going very well. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, oui, je pense qu'il y a dans la communication une vraie manipulation de l'outil communication qui est très, très puissant.
hein. Et ça, c'est parce que, comme je vous disais, Scott Bessent et Lutnick, c'est pas des rigolos, hein, c'est pas des enfants de cœur et qui arrivent et qui découvrent les marchés. C'est pas des politicards non plus qui ont fait carrière en politique. C'est des mecs qui ont fait carrière en finance. Donc parler au marché, ils savent le faire. Parler aux électeurs peut-être moins, mais parler au marché, ils savent le faire. Donc du coup, c'est ce qui compte pour eux et ils le font plutôt bien puisque le marché, on va le voir, est quand même sur des points très hauts. Alors que on n'a pas réellement en face de ça les deals que l'on devrait avoir pour pouvoir être sur ces points hauts et sur ces multiples de bénéfices. Géopolitiquement, donc, on a l'Israël qui rentre en conflit avec l'Iran. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pour ça qu'on a appelé ce travail du dimanche tensions multiples dans le monde de Trump, parce que ben, politiquement, sur son propre sol, il y a des révoltes. Économiquement, ben, il a du mal à négocier avec les autres pays. Du moins avec ses partenaires commerciaux. Et diplomatiquement, on se retrouve qu'en niveau géopolitique, on a l'Israël qui rentre en conflit armé avec l'Iran et qui fait repartir à la hausse le prix du pétrole. Donc ça, tiens, on va pouvoir peut-être prendre le pétrole. Ça, je pense que ça n'arrive pas vraiment dans un tempo anodin. Hein. On avait, souvenez-vous, eu une expression de Trump juste au moment de signer les premiers traités, hein, où il était parti de... alors, attendez. Où il avait fait son investiture et les premiers qu'il avait signés, les premiers amendements pardon, qu'il avait signés étaient liés justement à quitter les accords les accords de Paris sur le climat pour faire que les États-Unis libèrent l'énergie. Et donc, il nous avait dit cette fameuse phrase où il avait dit drill baby drill. Et donc, ça veut dire fort bébé fort, forer le forage. Hein, donc, en voulant dire, on va forer les terres. Ils veulent libérer, donc l'administration de Trump, ils veulent libérer l'énergie et accélérer le process avec les États-Unis, qui sont devenus quand même le pays premier producteur de pétrole. Hein. Ils ont pris la place, ça y est, des Émirats. Donc, c'est pas rien. Et donc, ce gain, pour moi, du moins, alors là, c'est vraiment quand même quelque chose de subjectif. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Je me dis que, ben, tiens, bizarrement, on a quand même, maintenant qu'on a bien drillé, maintenant qu'on a bien remis les États-Unis sur la ligne de, de production, eh ben, on a un rebond de par ben, un événement géopolitique sur le pétrole qui permet de balancer le pétrole sur des points hauts, alors qui reste relativement bas. Hein. Regardez, si on le prend sur 5 ans, le pétrole 2022, on a eu des pics à 120 $. Le prix du pétrole, normalement, qui convient à tout le monde, il est plutôt situé dans les 80 $, en fait. Hein, entre 80 et 100 $, 80, allez, 90 $, on est normalement sur le prix du pétrole qui convient à tout le monde. Donc, c'est le prix d'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que nous, pays consommateurs, on va trouver qu'on ne paye pas très cher le pétrole, et eux, ils considèrent qu'ils vendent assez cher pour se remplir les poches. Donc, normalement, c'est sur ce budget-là que l'on doit être pour le cours du pétrole, du Brent. Et donc, les États-Unis, de par cette position-là de premier producteur maintenant, je pense que c'est quand même pas non plus pour eux un mauvais deal que le prix du pétrole se redresse un petit peu, puisqu'on voit bien qu'il était plutôt sur des points bas que sur des points hauts, hein, aux alentours de 60 $. Regardez, si on prend les 5 dernières années, les 60 $ où il était ici au moment des événements, c'est quand même clairement le point bas des 5 dernières années. Hein, ce n'est pas du tout les points hauts des 5 dernières années. Et si on prend sur 10 ans, c'est un petit peu
kiff kiff, parce que même si on enlève cet épisode-là de pic, on était quand même plutôt sur un point où, vous voyez, même en 2018, là, on avait eu des pics bien plus élevés, à 75 $, un peu plus là où on est maintenant, plutôt que ça. Bien sûr, là, en 2020, c'était au moment du Covid, donc forcément, le cours était complètement descendu. Hein. Donc, cet événement, pour moi, après avoir arrêté quand même en plus, si on peut rajouter quelque chose, après avoir arrêté en plus les aides sur les voitures électriques, hein, on peut se dire qu'il maintient une demande pétrolière du moins sur son pays, il compense aussi les potentielles augmentations. Et pourquoi il peut compenser ces potentielles augmentations? C'est qu'il avait annoncé il y a 4 mois, Trump, bon, je vous la lis en anglais et après je vous la traduirai, mais il avait dit The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby drill. Donc, il avait dit cette crise d'inflation a été causée par des dépenses massives et de l'escalade sur les prix de l'énergie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais déclarer une urgence nationale sur l'énergie. Et il a dit, on va forer, bébé, on va forer. Donc, on voit pour moi d'ailleurs que le taux 10 ans américain, lui, il n'a pas bronché en fait à l'annonce de la guerre. Hein. Si on prend le 10 ans américain, regardez, on va quand même se mettre dessus. Ah. Si on prend le 10 ans américain, je n'ai pas fait un screen, j'aurais dû le préparer. Si on prend le 10 ans américain, lui, il n'a pas bronché. Alors, peut-être que je l'ai sur PRT. Ouais. Mettre, si vous... Ah, merde. J'ai fait n'importe quoi. Alors, attendez. Hop, hop. Donc, bon. Hop. Si on prend le 10 ans donc américain, on voit bien que lui, il n'a pas bronché à l'annonce de la guerre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas inquiété par l'effet de guerre. Hein, vous voyez, on a pris plus 0,96, mais c'est pas sur l'effet de l'annonce elle-même, parce que regardez, il est resté à 4,40, hein, il était à 4,39, 4,40, et il est resté dans cette zone. Il n'a pas du tout eu de flambée sur la journée sur l'annonce. Donc, pourtant, on sait bien que quand même l'Israël est l'allié des États-Unis. On sait aussi que l'Iran est plutôt allié des pays comme la Russie et la Chine, des pays euh, du soleil levant. Et donc, du coup, on pourrait penser, s'il devait y avoir une crainte de la part donc du marché sur l'effet que peut avoir cette guerre, ce conflit, il y aurait forcément un effet sur l'endettement américain, sur le risque du taux américain, puisqu'on aurait du coup une peur sur les années à venir, et donc on aurait une peur sur les obligations américaines. Donc, faire donc grimper le prix du pétrole maintenant, qui est des premiers producteurs du monde, c'est aussi pour lui une façon d'équilibrer les comptes potentiellement. Hein, lutter contre sa dette explosive et qui est son principal cheval de bataille, et aussi c'est pour lui une façon, je pense, alors là c'est pareil, hein, on est dans un avis plutôt subjectif, de recentrer aussi un petit peu le débat. C'est-à-dire, quand je dis recentrer le débat, c'est que il nous fait quoi? Quelle est la meilleure façon de faire que une nation se retrouve derrière l'image nationale, derrière se fédère derrière sa nation?
Ben, quelque part, c'est les conflits internationaux. S'il y a conflit international, au lieu de national, hein, on n'a pas envie, normalement, un peuple n'a pas envie qu'il y ait et un conflit international et un conflit national. Normalement, s'il y a un conflit international, on se fédère au niveau national. Donc, ça peut être aussi un bon moyen pour lui de calmer les ardeurs de ce qui se passe sur son propre territoire. Et bien sûr, l'impact que ça peut avoir aussi, c'est que l'effet un petit peu de guerre ou de conflit extérieur génère toujours un petit peu de peur. Lui, il joue beaucoup sur la peur, et quand il y a peur, il y a moins de consommation, et s'il y a moins de consommation, il y a moins d'inflation. D'accord? Donc, vous allez me dire pourquoi le marché, lui, du coup, il reste, si on le prend, il reste plutôt haut, hein, parce que si on prend ça, il reste plutôt sur une période haute. Quand on regarde donc là, sur la semaine, il n'a pas beaucoup perdu le marché. Voilà, sur la semaine, il a rangé. Il a rangé. Donc, pourquoi il reste sur cette tranche haute? Ben, parce que quand même, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine, hein. On a eu des bonnes nouvelles, notamment l'inflation. L'inflation et le chômage, eux, sont toujours dans le sens de la Fed. Donc, même si la smart money, elle peut avoir des craintes sur le reste de ce qui se passe, et il faut dire ce qui est sur quand même, il y a la girouette Trump, elle a mieux ralenti l'économie américaine et elle a mieux ralenti du coup l'inflation en 6 mois que ne l'a fait la Fed en 2 ans, hein. Donc, on avait un CPI, un PCI core attendu, à 2,9, donc en légère augmentation par rapport à la dernière publication, et qui est publié à 2,8. Alors, le marché, forcément, il a félicité, hein, cette publication. On le voit, il me semble que c'était mercredi, attendez, hop, on était là, tac, tac, tac. Ici, mercredi, donc on voit qu'il a plutôt félicité au début, il est allé même chercher les 22 100, et après il y a eu cet effet d'inversion. Pourquoi aussi il y a eu cet effet d'inversion? Je pense, c'est notamment parce que le oui, il n'y a pas eu d'augmentation, donc ça a été félicité dans un premier temps par le marché, mais on reste comme au mois d'avril. On reste comme au mois d'avril, donc on fait 2,8 comme au mois d'avril, et surtout, on a une inflation qui, par contre, elle, ne progresse plus vers l'objectif. On n'a plus de progrès vers l'objectif, hein. Hem, Attendez, il est fort que haute et sans trop de smart money, tu as dit? Ah. Donc du coup, on a on n'a plus trop de on progresse pas vers l'objectif, et je pense que c'est ça qui a fait à un moment donné rendre le marché une fois qu'il a franchi les 22 000, parce qu'il s'est dit: «Bon, quand même, OK, oui, il y a pas d'augmentation de l'inflation, on est plus bas qu'attendu, mais par contre, il y a pas de progrès non plus», et si pas de progrès, beh, pas de geste de la Fed, hein. Et donc finalement, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que la Fed puisse intervenir plus rapidement. Le second mandat de la Fed, c'est quand même l'emploi. Et lui, on attend maintenant, on se rend compte, ben là vous le voyez, regardez sur le calendrier économique, on s'attend maintenant plutôt à des alors, attendez, je vais vous le mettre comme ça, hop. On s'attend maintenant plutôt à des chômages, des publications de résultats du chômage qui soient plutôt dans les 240 000 sur la nouvelle inscription par semaine. Et alors qu'avant, le consensus était plutôt sur du 220, autour du 220, hein. Donc là, on attend plutôt 240 000. Regardez, si je prends, donc ce sera mercredi cette fois-ci, hop, j'ai 248 000 précédents, hein, et attendu, normalement, si je descends, ah non, à jeudi, ils ne l'ont pas mis, mais si je vais hop dessus, vous verrez que ça fait quelques semaines maintenant, hein, où on est plutôt, vous voyez, prévu 242, prévu 240, prévu. Attendez, il faudrait que je zoome même. Hop, voilà. Donc prévu 242, prévu 247.
229, 236. Vous voyez, on est plutôt autour des 240. Alors qu'avant, si je reviens à il n'y a pas si longtemps que ça, on était plutôt vers les 220. Vous voyez, 214. Bon, là, on avait eu le pic à 242, mais on attendait 222, 226, 224, 225, 219. On était plutôt vers les 220. Vous voyez, depuis début d'année. Même avant, alors plus on va reculer, encore plus, hein, c'est pire après, hein, on était encore plus bas. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'était pas vers un chiffre, vers les 240 comme ça pendant plusieurs semaines. Et, et donc, cette semaine, on attendait 242, on en a eu 248. Donc, on a vraiment, ça y est, le second aussi mandat de la Fed qui rentre dans les clous et qui nous démontre un ralentissement du marché du travail. Vous me direz donc qu'on a le cocktail parfait pour que la Fed intervienne. Inflation qui ne progresse pas et emploi qui se dégrade. C'est ce qui devrait amener la Fed à baisser ses taux. C'est exactement ce que normalement la Fed attend pour pouvoir baisser ses taux. Mais je pense que quand même, elle va plutôt retenir la Fed qu'on n'a pas de progrès vers l'objectif. Et donc, elle ne va pas faire un changement de discours là, quelques jours de la publication de ces taux, à mon avis, parce qu'il n'y a pas de progrès vers l'objectif. Et à mon sens, pendant la conférence de presse, je pense que Powell ne devrait pas non plus changer de ton et devrait plutôt dire que pour l'instant, il attend toujours les, il attend toujours que le brouillard s'évapore, quoi, si on peut dire. Hein. Souvenez-vous que Powell, il nous dit qu'il est dans le brouillard. Il ne peut pas piloter dans le brouillard et donc il ne fait rien. Il attend de voir, de constater les dégâts pour pouvoir agir. Pourquoi il est dans le brouillard? Parce qu'en fait, techniquement, réellement sur le papier, les droits de douane avec les Européens sont repoussés au mois de juillet et les droits de douane avec les Chinois sont repoussés de 90 jours, même s'ils seront de 55% en suivant. Pour l'instant, ils sont repoussés de 90 jours. Donc, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, les droits de douane qui sont appliqués, il y a un minimum qui est appliqué, donc je crois qu'il avait fait à l'époque un minimum à 10% ou à 20%, je ne sais plus, sauf pour la Chine, bien sûr, hein, c'est à part. Mais quelque part, rien n'a changé sur le reste. Oui, il y a eu une légère augmentation des droits de douane pour par exemple les Européens, mais pour l'instant, il n'y a pas les 30% ou les 25% qu'il nous a promis. Hein. Il n'y a rien qui est acté pour l'instant. On a le délai jusqu'au 9 juillet. On a encore un mois devant nous. Donc, ça m'étonnerait que la Fed puisse se dire, ben, ça y est, on accélère soudainement. Hein, parce qu'elle sait aussi que le process de l'inflation, c'est un long process et qu'il peut y avoir une accélération comme ça soudaine qui ferait que s'ils ont agi trop tôt, ils pourraient regretter d'avoir agi quelque part. Donc voilà, si le contexte ne change pas, s'il n'y a pas une accélération, il y a pas plus que ça un risque de récession qui apparaît ou une autre problématique liée, je sais pas, à une potentielle souvenez-vous, on en avait parlé, potentielle crise obligataire de la dette, notamment toujours sur le risque du yen. Si on n'a pas voilà, un emballement au niveau de ces sujets-là et qui sont des sujets mondiaux, qui sont des sujets vraiment au niveau du monde entier, s'il n'y a pas d'emballement là-dessus, la Fed, à mon sens, ne bougera pas. On verra donc le communiqué de presse de tonton Powell. On verra un petit peu savoir dans quelle projection il est. Mais on sait aussi, Powell, qu'il aime bien laisser passer Jackson Hole avant de prendre des décisions, une fois qu'il a bien ressoudé les troupes. Jackson Hole, c'est à la fin de l'été. Il y a une réunion, ils s'en vont tous les membres du FOMC. Pendant quelques jours, ils sont ensemble dans un beau chalet dans un beau chalet de montagne là-haut. Ils sont tous ensemble, ils mangent des petits fours, ils se ressoudent entre eux, l'esprit d'équipe est là. Et quand on sort de Jackson Hole, pendant Jackson Hole, personne ne peut parler à la presse. Quand on sort de Jackson Hole, il y a souvent des décisions qui sont prises
l'année dernière, c'était la première baisse de taux était arrivée suite à cette réunion et je pense qu'il arrivera à tenir, sauf si dans l'été, on a une secousse un petit peu sur le reste. Si par exemple, justement, on devait avoir potentiellement une application des droits de douane ou si Trump arrête d'être un taco et finit par signer tout cela. Voilà. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut attendre de la Fed de mercredi, c'est-à-dire, à mon sens, pas vraiment grand-chose. Et donc ce que j'attends quand j'attends le pas grand-chose, c'est qu'on sait que Powell, il n'est pas vraiment pessimiste. Donc s'il se fait souvent attaquer par Trump, je pense qu'il n'est pas tellement pessimiste. Je pense qu'il pourrait avoir un discours dans lequel il nous annoncerait, pardon, excusez-moi, il nous annoncerait qu'il a bien vu les résultats, sur l'inflation notamment, sur le travail notamment, sur l'emploi notamment, que ça va dans le bon sens et qu'il continue à les surveiller avant d'envisager une intervention prochaine. Et ça, c'est ce qui peut intéresser le marché, c'est ce qui peut aussi, du coup, faire re-rentrer un petit peu plus la smart money, du moins un peu plus, avec effet de levier, avec vraiment des capitaux intéressants qui puissent amener de la liquidité dans le marché, parce qu'on n'est pas si loin, en fait, finalement, de recoller aux 22 000 points. Potentiellement assez rapidement. En plus, on voit bien qu'ici, on peut avoir un BW qui se construit. Donc, ça peut repartir vers le haut. Sur quel point on peut rebondir? Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie psychologie de marché. Dites-moi si c'est le moment, si vous en avez. Si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier ou qu'on revienne sur quelque chose. T'entends pas, Michel, je ne sais pas si tu parles, mais. Allez. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut envisager cette semaine en termes de trajectoire? Pour moi, ça va encore être une semaine plutôt de range. Plutôt de range, pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous voyez, on a eu quand même ici depuis cette poussée-là, hein, à mon sens, donc là, on va rentrer dans quelque chose un peu plus. Depuis cette poussée-là, cette cassure ici, on n'a pas eu de réel pullback. D'accord? On en a eu un là, mais il n'a pas été jusqu'en bas. Et depuis, on est toujours sur des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Il me semblerait pas tellement hyper déconnant qu'on revienne normalement tester là le point bas, au moins les 21 000. D'accord? Ça, c'est quand il y a un gap haussier, souvent on revient tester le gap avant de repartir. Là, on ne l'a pas vraiment testé. On l'a un peu testé ici, mais l'écart quand même est pas mal. Et là, on voit bien que les 21 000, on ne les a pas retestés non plus. Bon, si je dois me dire que le marché, là, lundi, mardi, qu'est-ce qui peut se passer? On n'a pas de news. On n'a pas de news. Contrairement à ce qui est dit sur Internet, notamment, je pense au message que vous avez envoyé dans le groupe et à l'inquiétude que vous pouvez avoir sur le Israël-Iran, on voit bien que, si vous voulez, déjà l'Iran, ils ont eu beau dire oh là là, on va se venger, on a sorti le drapeau que nanana. Bon, ok, ils ont envoyé 3 missiles par-dessus le rideau de, je sais plus comment ils appellent ça, le dôme de fer. Super. Bon, est-ce que vraiment on peut considérer qu'il y a potentiellement quelque chose qui s'est passé ce week-end, quoi. Honnêtement, hein, on est loin de quand les chars russes sont rentrés limite jusqu'à Kiev. Là, bon, on m'a envoyé 3 bombes, quoi. Super, si c'est ça la plus grosse vengeance qu'ils peuvent faire, je veux pas
diminuer ou faire de la politique, ni inciter à la guerre, c'est pas du tout les propos, mais on voit bien qu'ils n'ont pas les armes. Voilà, clairement, ils n'ont pas les armes pour lutter. D'accord. Donc, quand il n'y a pas les armes, ben, on fait de la com. Et la com, ça marche bien chez eux parce que c'est un régime totalitaire où ils vont annoncer qu'ils ont réussi à, comment dire, à punir l'Israël pour ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je dis pas que l'Israël a bien fait de faire ce qu'elle a fait. C'est pas ça le débat. C'est juste le débat, c'est les conséquences. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que techniquement, ils n'ont pas les armes pour lutter. Donc, comme ils n'ont pas les armes pour lutter, ils ne lutteront pas. Et donc, en fait, finalement, de guerre, il n'y en aura pas vraiment. Cette guerre, elle arrive aussi dans un tempo où on est censé négocier avec l'Iran au Congrès, notamment sur l'énergie pétrolière. Hein. Donc, ça n'arrive pas à n'importe quel moment, et notamment sur le nucléaire, puisqu'on leur reproche de produire du nucléaire. Donc bon, tout ça pour vous dire que je pense qu'à part des effets un petit peu d'annonce, et bien sûr que cette zone, elle a toujours été, et elle le restera malheureusement pendant longtemps, une zone très tendue dans le monde. Ce qui m'attriste le plus, c'est que c'est le berceau de l'humanité et que finalement, avec toutes ces guerres, je ne sais pas ce qu'on pourra peut-être un jour continuer d'apprendre sur ces sols-là, malheureusement, alors qu'on aurait tellement à y découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il n'y aura pas réellement d'escalade possible, hein, démesurée, du moins, de manière trop démesurée, qui puisse être un danger pour le marché, hormis que le pétrole, oui, continue de monter. Mais ça, on vient de le voir. Est-ce que c'est réellement quelque chose de négatif pour les États-Unis? On peut s'en poser la question. Voilà. Donc, on voit bien d'ailleurs que finalement, la baisse, elle a eu lieu sur la partie européenne, mais que quand les Américains ont ouvert, ils se sont plutôt dit, nous, voilà, le conflit au Moyen-Orient, de toute façon, ça fait, enfin, moi, je sais pas, moi j'ai 37 ans, mais j'ai l'impression que depuis que je suis capable de comprendre le monde, donc on va dire, allez, ça fait bien 20 ans, que les Iraniens, ils doivent avoir la bombe nucléaire. Donc peut-être un jour, ils finiront par l'avoir, mais bon, si j'ai 77 ans quand ils finissent par l'avoir, voilà, on a toujours l'impression que c'est dans un an ou deux, mais bon, c'est pas le cas. Donc, et surtout, est-ce que ces pays-là veulent la bombe nucléaire pour attaquer, ce qui me semblerait quand même assez fou, parce qu'ils savent que peut-être ils pourraient attaquer une fois, mais ils se feraient défoncer après dans la foulée par tout le reste du monde, ou plutôt pour se protéger d'éventuellement des tentatives de changement de leader et de changement oui, de leader au niveau de leur pays, puisque bon, on l'a souvent entendu dire que ce soit Kadhafi ou Saddam Hussein, s'ils avaient réussi à développer, ouais, de régime, merci, si Kadhafi ou Saddam Hussein avaient réussi à développer la bombe nucléaire, en tout cas, ils auraient pu rester au pouvoir, ou leur régime aurait pu rester au pouvoir, puisque Saddam Hussein, quand même, aurait été trop vieux pour continuer à gouverner. Donc, si on s'en tient à ce qu'il peut y avoir comme réel impact sur le marché, nous, on voit bien que l'impact réel sur le marché, il n'est pas dans une inquiétude. On ne parle pas non plus de missiles iraniens qui seraient à Cuba dirigés vers la Maison-Blanche. D'accord. Donc, on est loin du compte pour que ce puisse être très inquiétant pour le marché. Ce qui fait que lundi, mardi, par contre, ça peut être super intéressant de revenir. Moi, j'aimerais beaucoup que le marché revienne tester les 21 500. Pourquoi je parlais des missiles iraniens? C'est parce que dans le week-end, on pouvait craindre vraiment une vraie escalade de ce qui pouvait se passer, hein, et pourquoi pas de la riposte qui aurait pu avoir lieu. Et on aurait pu avoir un gap baissier à l'ouverture. On voit bien que il n'y a pas eu de réelles conséquences irréversibles. Donc, du coup, on devrait avoir un lundi, mardi sans réel gap
de 400 points vers le haut ou vers le bas. Donc, on pourrait rester dans cette zone. Ça serait vraiment génial qu'on revienne là sur les 21 500, toucher et repartir, bien sûr, dès qu'on va le toucher, puisqu'on voit bien hein, que c'est cette zone qui, dès qu'elle a été touchée, a très très bien rebondi. Et donc là, on aurait, nous, vraiment, vraiment, vraiment pas mal de points à faire. Ça serait génial si on arrivait à obtenir ce genre de rebond. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on ait ça. Si on arrive à l'avoir, ce serait top. Hem, voilà, peut-être un 525, 500, attendre qu'il y ait une bougie de retournement et que ça reparte et là, ce serait fabuleux. Donc, je pense que lundi, mardi, on peut revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que mercredi, quelque part, si au moment où on a la Fed, on a pris appui, déjà vers ici, on peut être dans la continuité. Avoir Powell qui nous explique que il a vu les avancées, hein, il a vu les progrès, ou du moins il a vu les conséquences de l'état de l'économie actuelle. Hein, même s'il n'y a pas de progrès vers l'objectif, mais que en tout cas, on a cet effet où on est plutôt quand même, même si on n'est plus dans le progrès, on n'est plus non plus dans le progrès dans l'autre sens. Donc on en reste dans le bon sens, on reste dans une inflation qui n'accélère pas. Et donc ça, il peut le souligner. Et je pense que s'il le souligne, le marché comprendra que petit à petit, il s'ouvre à une idée de baisse de taux. Hein. Donc, et mercredi, une fois qu'on aura, j'espère, le, le, le FOMC vers le haut, on pourrait revenir travailler la zone du plus haut du mois précédent, hein, le casser. Et donc, jeudi férié et vendredi, attention, souvent, on fait l'inverse de ce que l'on a fait lors de la Fed. Hein. Donc, la seule chose qui est importante à remarquer, c'est que ici, là, ici, on était sur des plus hauts de plus en plus hauts. D'accord? Ici, on voit bien. Des plus bas de plus en plus hauts. OK? Et que là, on a basculé sur des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, soit la Fed nous permet de rebondir, nous fait casser ce plus haut et donc nous crée un plus haut, on devrait pouvoir loi de dos, on casse le dernier plus haut, on revient s'appuyer dessus et on va chercher le plus haut d'à côté. Donc on reviendrait au moins chercher pas loin de 22 000 là, hein, où c'est que je suis là. Hop, je suis, oui, 974. Hein, on voit qu'il a été bloquant nombreuses fois. Donc pas loin de 22 000. On aura pas mal de points à faire puisqu'on parle de 850 à 974. Ça, c'est si la Fed nous tire vers le haut. Hein. Elle peut nous permettre de créer une loi de dos. Si la Fed ne nous tire pas vers le haut, alors attention, on pourrait avoir, regardez, quelque part, si vous voulez, plutôt un troisième passage sur les 21 500 ici, voire 21 400, une fois, deux fois, trois fois, on revient créer un plus bas. Et donc, si on revient créer un plus bas, attention, la zone peut revenir, du coup, comme je disais, revenir tester le gap et donc plutôt se diriger vers un 21 000 points que un 22 000 du coup. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas que vendredi prochain, on sera à 21 000 points. Ce n'est pas ce que je dis. Mais sur la Fed, on peut casser cette zone-là de 21 500 et voilà. Et pourquoi pas peut-être revenir, vous voyez, plutôt vers les 21 300 là ou 250, prendre appui dessus. Hop, vendredi un petit rebond parce que souvent on fait l'inverse. Et après, lundi prochain, on sera du coup plutôt attiré vers les 21 000 que vers les 22 000 parce qu'on serait plutôt sur une inversion de tendance. D'accord? Donc ça, on va se le marquer. Donc lundi, mardi, potentiellement,
lundi, mardi, potentiellement, tranquillement, revenir proche des 21 500. Hein. Mercredi, si Fed positive, on crée la loi de Dow pour donc 21 858 75, plus haut du mois précédent, voilà, pour cassure du 21 858, hein, 858 75, donc loi de Dow pour cassure du 21 858 75, direction 21 975, d'accord. Et donc jeudi férié et vendredi, jeudi férié et vendredi, donc soit si la Fed a tiré vers le haut, si la Fed tire vers le haut, on revient donc pour créer la loi de Dow, on revient du coup sur les 21 858 75. En effet, juste on a testé 22 000, on revient un peu dessus pour s'appuyer et après repartir la semaine prochaine. Hein. Soit si la Fed tire sur le plus haut, plus bas, alors plus bas, plus bas. Et donc 21 250. Et là, pareil sur la Fed. Donc, si mauvaise Fed, on va dire, hein, si mauvais sentiment de la Fed, alors target 21 500, troisième passage pour 21 250. Voilà. Allez, hop, ça je vous le copie, je vous l'envoie donc du coup sur le groupe, sur le club. Est-ce que vous avez des questions du coup? Est-ce que vous avez... Essaye de débrancher, rebrancher ton micro, Michel. Ou sinon, ce que tu fais, c'est que en haut à gauche de l'adresse, en haut à gauche de ta fenêtre où tu as le click meeting, tu as l'adresse du site et tu as une petite caméra bleue normalement et il y a écrit cette page accède et si tu appuies dessus, tu dois pouvoir activer ton micro. Je pense que c'est parce que tu l'as pas activé quand tu as lancé. Donc voilà, donc bien sûr, hein, là, jeudi pas de trade, non Agnès, c'est férié aux États-Unis. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est ce que j'espère du moins, c'est que lundi, mardi, là, mercredi, on vienne faire un rebond ici, lundi, mardi, ok, qu'on puisse, ça fera la troisième fois, ok. Donc là, tac, une fois, deux fois. Si la Fed nous ramène dessus, on le trouve, hein. Une fois, deux fois, trois fois, hein, du coup. C'est pour ça que je m'attends à ce que
on le troue direct. Si lundi, mardi, on ne vient pas tester les 21 500, ce sera un peu la même chose parce qu'on aura une fois ici, 2 fois ici et donc 3 fois. Pourquoi je ne crois pas au trou lundi, mardi? Parce que quand même, il y a la fête derrière et que lundi, mardi, on n'a rien à se mettre sous la dent. Alors, hormis qu'il y ait vraiment une, une escalade d'un seul coup sur ce qui se passe au Moyen-Orient, il n'y a pas de raison qu'on perce les 21 500 sans news. D'accord. Donc, du coup, je ne pense pas qu'on vienne, percer la zone. Voilà. Donc, voilà pour les notes. Et donc, du coup, il faudra faire attention au moment de la fête qu'on ne casse pas 21 500. Même s'il est dur à casser, je pense que s'ils doivent travailler vers le bas, ils travailleront, ils le casseront. Allez, donc si ça convient à tous, du coup, je peux vous laisser. Allez, merci à tous. Du coup, hop, je vais vous poster ça de suite. Voilà. Bon, bonne soirée à tous, du coup, vu qu'il n'y a pas de questions. Et puis, à demain. Ciao, ciao.